Bonsoir à tous, je suis très ravie de vous retrouver encore une fois ce soir dans notre rendez-vous journalier de ESC Daily Highlights. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés notre chère invitée, Dr Jennifer Cotella. Elle est cardio-oncologue au centre de cardio-oncologie à Marseille et elle a participé au reviewing des premières recommandations en cardio-oncologie, les premières guidelines en cardio-oncologie. Alors Jennifer, très ravie de vous avoir parmi nous. Et que pensez de ces nouvelles et premières guidelines en cardio-oncologie? Merci Leïla, merci de m'avoir invité à en discuter et c'est vrai que c'est un bonheur d'en parler parce qu'enfin on a des recommandations. Ouais. On les attendait, c'était 2016 le Position Paper de l'ESC, donc 2016 c'est déjà loin et 2016 en cardio-oncologie c'est carrément des ancêtres. Donc on est très contents, donc moi je suis contente de ces recommandations. On attendait beaucoup de choses pratiques des recommandations, notamment comment suivre les patients, à quel rythme, quel patient. Et pour ça, je suis ravie, on a été servi. Il y a beaucoup de figures avec beaucoup de choses pratiques, à savoir quand voir les patients, donc c'est très bien. On dira qu'en revanche, il va falloir pour les cardiologues, les cardio-oncologues, bien s'imprégner de tous ces arbres parce que c'est un petit peu complexe. Il faut connaître le suivi en fonction de différentes données selon le patient et selon les molécules. Donc enfin, on va parler le même langage entre nous cardiologues et oncologues et cardio-oncologues. Espérons-le, il faut que les oncologues lisent nos recos, on l'espère, bien sûr. Ouais. Alors, si je vous pose la question, quel est vraiment l'élément fort de ces guidelines? Alors je pense que c'est pas celui qu'on attendait, mais finalement l'élément fort de ces guidelines, c'est que tout ce qui est l'évaluation au départ, le suivi et même le traitement de ces patients va découler de l'évaluation du score de risque, non pas cardiovasculaire, mais du score de risque de toxicité cardiovasculaire sous traitement anticancéreux. Donc cette notion-là, qui était déjà importante, on le savait, elle devient capitale. Et donc il va falloir voir ces patients au départ et évaluer bien sûr leur score de risque cardiovasculaire comme habituellement, mais à cela on ajoute des paramètres de molécules, de traitement du cancer, de style de vie, même le tabac par exemple en fait partie, et on va pouvoir dire si ce patient-là, il est à faible risque, à risque modéré, haut ou très haut risque de toxicité cardiovasculaire sous thérapie anticancéreuse. Et en fonction de ce risque-là, tout le reste des recos en découle, c'est-à-dire il va y avoir des algorithmes pour dire comment les évaluer à la base, comment les suivre et comment les traiter. Donc je pense que c'est vraiment le point fort de ces recommandations-là. Très bien. Alors, certainement, il y a des nouveautés concernant le diagnostic, le dépistage, la place de dosage du biomarqueur, le strain, l'IRM cardiaque. Alors, bien sûr, tout va être indispensable maintenant. C'est vrai qu'on a l'impression quand même dans ces recommandations-là que chez ces patients justement à haut risque ou très haut risque, il va falloir faire peut-être un petit peu plus attention. Par exemple, si on prend le plus connu, les anthracyclines, jusqu'à présent, on les voyait en pré-thérapeutique. On avait usage de faire de la troponine chez les patients à haut risque et de faire des échographies qu'à la fin, avec le strain, la FEVG, qu'à la fin du traitement. Et bien là, par exemple, chez ces patients à haut risque, il va falloir réitérer l'échographie tous les 2 cycles, donc les voir un petit peu plus souvent. Donc peut-être vous me direz, mais comment fait-on pour savoir quel patient est à haut risque? Parce que si c'est de ça que démarre le suivi, c'est difficile. Alors je pense qu'il faut attirer l'attention chez tous les cardiologues de télécharger l'application de l'ESC où vous trouverez dans les recommandations de cardio-onco un calculateur pour calculer très simplement en cliquant en 2 minutes les différents paramètres de vos patients et ça vous donne votre patient est-il à faible, haut risque, modéré. Et alors c'est quand même compliqué la cardio-oncologie, ce score de risque il est différent en fonction du patient bien sûr mais en fonction des molécules. Et donc c'est pour ça que c'est très difficile de le connaître par cœur, je dirais, et que cette application est très utile parce qu'elle propose ce calcul de score de risque pour toutes les molécules. Très bien. Donc une fois on a stratifié le risque, là on pense à traiter. Donc quoi de neuf dans le traitement et surtout après comment prévenir? Eh bien oui, voilà, c'est ça en fait la nouveauté et ce qui nous a interpellés, c'est qu'on propose chez les patients toujours pareil à haut risque ou très haut risque de toxicité, une prévention primaire. On sait que la plupart des études sont assez neutres, voire négatives, donc on ne savait pas comment allaient se positionner les recommandations. Et bien là finalement c'est du 2A, donc c'est quand même pas mal. On nous propose chez ces patients-là
donc haut risque ou très haut risque, qui vont recevoir une drogue potentiellement cardiotoxique, d'introduire des IEC, des bêta-bloquants et la petite nouveauté, c'est les statines. Les statines, en dehors de toute indication pour la dyslipidémie, préviendraient la toxicité cardiovasculaire. Alors l'étude qui s'y rapporte est publiée ici à l'ESC 2022, qui est malheureusement négative, donc c'est vrai que c'est un petit peu en contradiction, mais 2 autres études qui vont arriver dans les mois à venir vont peut-être nous confirmer la position des recommandations dans la prévention primaire de ces patients-là. Très bien. Et sinon pour le traitement? Pour le traitement, on va dire qu'on reste assez classique, avec, je dirais, un message pour généraliser, parce qu'il y a beaucoup d'arbres à décrire, mais un seul message: quand vos patients font une toxicité et qui sont symptomatiques, il faudra suspendre le traitement anticancéreux en cause, et après on se rapproche quand même facilement des traitements de l'insuffisance cardiaque classique. Voilà, et par contre, peut-être dernière chose, c'est le suivi peut-être. Et pour le traitement, l'immunothérapie, là où on n'avait rien, et bien là maintenant on sait exactement ce qu'il faut faire. Et pour le suivi au long cours, effectivement, un gros point dans ces recos, ça ne s'arrête pas à l'arrêt du traitement, il faut les voir au long cours, ce qu'on appelle les survivants du cancer, il faut continuer de les suivre. Est-ce que vous avez précisé vraiment le rythme de suivi? Est-ce que c'est bien codifié? Tout à fait, c'est là encore en fonction des molécules et en fonction du risque du patient, donc c'est difficile de le dire en une phrase, mais effectivement les recos répondent à cette question. Et donc ce suivi, ça comporte la suivi clinique, biologique et échocardiographique certainement. Mais voilà, tout à fait. Avec plus de place au BMP, une troponine et strain. Exactement, exactement. Et ça c'est pour le court terme, c'est-à-dire que par exemple un patient sous trastuzumab anti-HER2, à la fin de son traitement, à 3 mois et 12 mois pour les patients à haut risque de toxicité, il faudra faire des biomarqueurs pour évaluer leur risque de toxicité encore une fois. Et on les suivra encore au très long cours. Donc ça, c'est la partie long terme survivant et c'est là où entre en jeu l'échographie, l'électrocardiogramme et la consultation classique. Très bien. Merci beaucoup, Dr Jennifer. Merci à vous, Laïla. Très ravie de vous avoir parmi nous et à très bientôt, pourquoi pas en Tunisie. Avec grand plaisir, à bientôt. Oui, merci, à bientôt. Au revoir.